Il y a des visages qu'on n'oublie pas, des yeux perçants, un regard d'acier, une présence capable de remplir l'écran sans prononcer un mot. C'était Lee Van Cleef. Il n'a pas eu un parcours facile. Il a combattu pendant une guerre, affronté des blessures, des chagrins et des années d'oubli avant de devenir l'une des figures les plus emblématiques et les plus complexes du cinéma. Mais derrière le silence du pistolero se cachait un homme marqué par une tragédie discrète, une vie forgée autant par la douleur que par la célébrité. Et pourtant, son héritage vit encore dans chaque image qu'il nous a laissée. Comme Lee l'a dit un jour, « Si je suis encore là, je continuerai à les faire. » Les films sont encore là, donc, pour moi, ils sont toujours là. Reste avec moi pour plonger dans le parcours remarquable et parfois bouleversant de Lee Van Cleef. Et si tu apprécies ce genre d'histoire, vraie, brute, racontée à travers le prisme du cinéma, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « Like » et à t'abonner. Il reste tant à découvrir, et tu ne voudras pas manquer ce qui arrive. Jetons un œil plus attentif à l'histoire de Lee Van Cleef, un homme dont le visage t'est sûrement familier, même si son nom ne te vient pas immédiatement à l'esprit. Né le 9 janvier 1925, Lee a grandi dans la paisible communauté agricole de Somerville, dans le New Jersey, loin des lumières éclatantes et du glamour d'Hollywood. Ses origines étaient modestes, une famille d'origine néerlandaise, une enfance bercée par les rythmes lents et réguliers de l'Amérique rurale. Mais le parcours de Lee? Il fut tout sauf ordinaire, ponctué de rebondissements qui allaient finalement le conduire à devenir l'un des acteurs de caractère les plus inoubliables du cinéma. Devenu adulte pendant la Seconde Guerre mondiale, Lee appartenait à une génération projetée dans un conflit mondial, et il servit son pays avec une discrète détermination. Il passa ses années cruciales dans la marine américaine, affecté à bord d'un chasseur de sous-marins dans les Caraïbes, puis sur un dragueur de mines dans les eaux périlleuses de la mer Noire et de la mer de Chine. On peut à peine imaginer la pression et l'incertitude qu'il a dû affronter, naviguer dans des mers hostiles, vivre avec la menace constante du danger et porter le poids d'une responsabilité que seule la guerre impose. Ces années ont sans aucun doute forgé sa résilience et ont donné à ses futurs rôles une gravité particulière. Tu sais, la décision de Lee Van Cleef de rejoindre la marine ne relevait pas simplement d'une envie d'aventure, elle était profondément ancrée dans un sens du devoir patriotique et dans la réalité de son époque. Originaire du New Jersey, il se retrouva soudain plongé dans l'immensité imprévisible d'un conflit mondial. Après sa formation, il fut affecté à un chasseur de sous-marins, un poste exigeant une concentration extrême, des nerfs d'acier et une précision absolue. Mais ce n'était que le début. Très vite, il fut réaffecté comme opérateur sonar à bord de l'USS Incredible, un dragueur de mines dont le nom était aussi intimidant que sa mission. Servir sur ce navire lui ouvrit une fenêtre sur un monde que peu peuvent seulement imaginer. Le parcours naval de Lee l'emmena des eaux ensoleillées des Caraïbes jusqu'aux côtes historiques de la Méditerranée. Il fut témoin direct des opérations intenses menées sur la côte sud de la France, alors que les forces alliées progressaient. Et puis, dans un retournement inattendu, en 1945, l'USS Incredible jeta l'ancre dans la mer Noire, près de Sébastopol, en Crimée. C'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Alors qu'il déminait les eaux, Van Cleef et son équipage collaborèrent avec la marine soviétique, un partenariat étrange et malaisé, né des dures nécessités de la guerre. Imagine un peu, un marin américain, les yeux fixés sur les eaux dangereuses, coopérant avec les forces soviétiques à une époque où la confiance entre alliés n'était que partielle, au mieux. Cela ajoute une couche captivante de tensions politiques et de complexité à son service, bien au-delà des dangers physiques évidents. Après ces mois tendus en mer Noire, l'équipage retourna en Sicile, où Lee resta jusqu'à sa libération. En 1946, il quitta la marine avec le grade de Sonarman First Class, non seulement indemne, mais reconnu pour ses mérites.
La Bronze Star et la Good Conduct Medal ne sont pas des décorations distribuées à la légère. Elles témoignent d'actes de courage et d'un engagement sans faille envers le devoir. Ce n'était pas simplement un jeune homme traversant son service militaire, c'était un chapitre déterminant qui façonnera la ténacité et l'endurance qu'on reconnaîtra plus tard chez Lee Van Cleef à l'écran. Même en pleine guerre, la vie personnelle de Lee prenait forme. En 1943, il épousa Patsy Ruth et ensemble, ils fondèrent une famille, élevant 3 enfants, une fille et 2 garçons. Cette stabilité familiale l'enracina après le chaos de la guerre. Mais le métier d'acteur, ce n'était pas du tout dans ses plans. Les premières années de travail de Lee se passèrent en plein air, dans les fermes, à faire du travail manuel, puis dans une usine où il occupa des postes tels qu'analyste en méthode de travail et chronométrage, avec un peu de comptabilité à l'occasion. C'était un travail stable et pragmatique, très loin du rêve de devenir une star. Et pourtant, quelque chose dans l'apparence frappante et singulière de Lee attirait les regards. Amis et connaissances n'arrêtaient pas de l'encourager à tenter sa chance dans le théâtre, persuadés que son physique unique serait parfait sur scène. Un soir, sur l'invitation d'un ami, Lee décida d'essayer avec une troupe de théâtre locale à Clinton, dans le New Jersey. Il se souvenait très bien de cette soirée. « Je suis sorti un soir, invité par un ami, j'ai auditionné pour un rôle, et bon sang, j'ai décroché le rôle. » Ce moment où il monta sur scène pour la première fois devait être électrisant. L'étincelle qui allait embraser tout un nouveau chemin. Son véritable tournant arriva avec une audition pour la tournée de Monsieur Roberts. Mais cette audition était tout sauf conventionnelle. Le metteur en scène demanda à Lee d'enlever sa veste, puis sa chemise, puis son pantalon, et de marcher sur la scène. Et tout cela sous le regard d'une femme, une nana, comme Lee la décrivait, assise juste à côté du metteur en scène. C'était une épreuve étrange, sans aucun doute, et Lee lui-même admettra qu'il avait fait ce qu'il appelait une lecture horrible. Mais ce qui comptait vraiment, c'était sa présence brute, physique, intense, une qualité qu'on ne peut ni enseigner ni simuler, et c'est exactement ce que le metteur en scène recherchait. C'est ici que l'histoire prend un tournant intéressant. On offrit le rôle à Lee, mais fidèle à ses principes, il dit au metteur en scène qu'il ne pouvait pas partir sans donner un préavis de 2 semaines à son employeur à l'usine. Le metteur en scène crut cela impossible et supposa que Lee devrait refuser le rôle. Mais lorsque Lee retourna au travail, son patron le licencia sur le champ. « Tu veux faire ça, pas vrai ?» lui demanda-t-il. Lee répondit que oui, et c'était tout ce dont il avait besoin comme confirmation. Ce moment fut un véritable point de bascule. Parfois, la vie te pousse hors du nid, que tu sois prêt ou non. Et Lee, lui, était prêt à prendre son envol. À partir de là, sa carrière prit un tournant aussi brutal que chanceux. Stanley Kramer vit Lee dans Mr. Roberts et le choisit pour un rôle dans le western classique de 1952, High Noon, où il incarna Jack Colby, un rôle relativement modeste, mais marquant. Il y a une anecdote savoureuse derrière ce casting. À l'origine, Kramer voulait Lee pour le rôle de Harvey Pell et lui demanda même s'il accepterait de se faire refaire le nez pour correspondre au personnage. La réponse de Lee ? Un refus net, sans détour, aussi franc que possible. Il n'allait pas changer qui il était pour un rôle, et ce genre d'intégrité est rare, surtout chez quelqu'un qui débute. Contre toute attente, Kramer respecta cette honnêteté et le rappela dès le lendemain pour lui offrir le rôle du méchant, Colby. Même si ses répliques étaient peu nombreuses, High Noon fut le film qui mit Lee Van Cleef sur la carte. À partir de ce moment-là, Hollywood le vit comme le parfait méchant ou jeune voyou téméraire. Et vous savez quoi? Ce rôle lui allait à merveille. Lee n'était pas un premier rôle au physique classique. Il n'était pas beau au sens conventionnel, mais il dégageait une présence tranchante, intimidante et un brin imprévisible. Il devint le visage incontournable du danger à l'écran, un créneau qu'il façonna avec un talent indéniable et une détermination silencieuse. Parfois,
La vie vous lance une balle courbe qui change tout. Et pour Lee Van Cleef, l'année 1959 fut l'une de ces années. Il fut impliqué dans un grave accident de voiture, un accident lié à l'alcool qui faillit mettre fin à sa carrière. Il en sortit avec une blessure au genou si sérieuse que les médecins lui annoncèrent qu'il ne pourrait plus jamais monter à cheval. Pour un acteur qui allait devenir célèbre dans les westerns, où l'équitation est plus qu'une compétence, une nécessité, ce fut un diagnostic dévastateur. Et cette blessure ne disparut jamais vraiment. Elle le hantera de douleurs persistantes toute sa vie, chaque pas lui rappelant ce moment fatidique. Le parcours de Lee Van Cleef à travers cette période difficile fut tout sauf simple. Après l'accident, sa convalescence ne fut pas seulement physique, ce fut une épreuve de patience et de résilience qui dura longtemps, le maintenant éloigné du monde du cinéma qu'il commençait à conquérir. Pendant cette période, sa vie personnelle changea également de manière significative. Lui et sa première épouse, Patsy Ruth Cahl, qu'il avait épousée en 1943, se séparèrent finalement en 1958. Ensemble, ils avaient eu 3 enfants, Alan, Deborah et David. Ce fut donc une période marquée à la fois par la famille et par le changement. En 1960, Lee se remaria avec Joanne Marjorie Drain, surnommée Joanie, et avec elle, il explora un tout autre type de créativité. Le cinéma étant en pause, Lee et Joanie lancèrent une entreprise de décoration d'intérieur, un virage étonnant, loin des durs à cuire et des bandits de l'Ouest qu'il incarnait à l'écran. Mais d'une certaine façon, cela avait du sens. On peut facilement imaginer qu'un homme habitué à créer une atmosphère devant une caméra puisse aussi avoir un œil pour transformer une pièce. Et au-delà de cela, Lee se plongea dans la peinture, se concentrant principalement sur des marines et des paysages. L'art devint clairement plus qu'un passe-temps pour lui, c'était un refuge, un lieu où canaliser toutes ses frustrations, toute sa douleur, dans quelque chose de silencieusement beau et profondément personnel. Voici un détail fascinant, souvent ignoré mais révélateur de sa personnalité. Alors qu'il construisait une maisonnette de jeu pour sa fille près de leur maison à Granada, Lee eut un petit accident, mais inoubliable. Il se coupa le bout du majeur droit. Oui, le bout du doigt. Cela peut sembler anodin, mais ce petit bout de doigt manquant devint en quelque sorte emblématique, une partie de cette image rude et marquée qui le rendait si mémorable à l'écran. Une petite imperfection qui le rendait étrangement plus authentique, plus solide, plus vrai, un homme façonné autant par ses rôles que par sa vie réelle. Ce doigt perdu, lors d'un simple geste paternel, rappelle subtilement qu'il y avait derrière chaque méchant iconique ou héros stoïque un homme avec une famille et les mêmes luttes quotidiennes que tout un chacun. Par la suite, le mariage de Lee avec Joanie prit fin en 1974 et en 1976, il épousa Barbara Avlon, qui resta à ses côtés jusqu'à sa mort en 1989. Lee décrira plus tard ces années loin des plateaux comme des périodes de sécheresse malsaine. Et on ne peut s'empêcher de se demander si la douleur, physique comme émotionnelle, rendait ces périodes encore plus difficiles. Sa carrière semblait ralentir, réduite pour l'essentiel à des apparitions à la télévision ou à des rôles secondaires. Il semblait que le projecteur s'était éteint pour Lee Van Cleef. Mais alors, juste au moment où l'on pourrait croire que l'histoire était terminée, le destin intervint de façon inattendue. En 1965, un réalisateur italien ambitieux nommé Sergio Leone préparait son deuxième western spaghetti. Son premier, pour une poignée de dollars, avait été un immense succès, en grande partie grâce à un Clint Eastwood encore inconnu à l'époque. Pour son nouveau film, et pour quelques dollars de plus, Leone avait besoin d'un coéquipier solide pour incarner le colonel Douglas Mortimer, un tireur plus âgé, sophistiqué, intelligent, capable de tenir tête au personnage d'Eastwood. À l'origine, Leone voulait Lee Marvin pour ce rôle, mais celui-ci était déjà engagé sur Cat Ballou. Leone se rendit donc à Los Angeles pour chercher quelqu'un d'autre.
C'est là qu'il tomba sur une photo de Lee Van Cleef. Le problème, c'est que Lee était hors du circuit depuis si longtemps que son agent était dépassé et ne savait même pas comment le contacter immédiatement. Quand Lee fut enfin joint, il se présenta à l'entretien prêt à faire impression. Il arriva vêtu d'un long manteau noir et de bottes. Un look qui attira immédiatement l'œil de Léon. Le réalisateur le vit apparaître dans l'embrasure de la porte et sut instantanément qu'il avait trouvé l'homme parfait pour le rôle. L'offre suivit rapidement. 17 000 $ pour jouer face à Eastwood. Mais, fidèle à lui-même, Lee insista pour ne pas accepter le travail tant qu'un client de son entreprise de décoration n'était pas entièrement réglé. Léon accepta et ajouta même 5 000 $ pour régler la situation. Et voilà Lee, parti à l'autre bout du monde, direction Almería, en Espagne, pour le tournage. Ce village espagnol et la campagne environnante ressemblaient étonnamment aux frontières texanes. Le décor idéal pour représenter les villes poussiéreuses de l'Ouest américain. Et voici une anecdote de tournage. Une dispute amicale mais intense éclata entre Eastwood et Van Cleef pour savoir qui était le plus rapide au tir. Il s'avéra que Lee Van Cleef était le plus rapide, et les images tournées l'attestaient. L'année suivante, Lee fut de nouveau choisi pour le chef-d'œuvre suivant de Léon, le bon, la brute et le truand. Cette fois, il endossa un rôle totalement à l'opposé de l'honorable colonel Mortimer. Il devint Angel Eyes, l'un des méchants les plus glaçants du cinéma. C'est un témoignage de l'incroyable palette d'acteurs de Lee que l'on ait du mal à croire qu'un même homme ait joué ces deux rôles. Fait intéressant, c'est Clint Eastwood lui-même qui le surnomma Angel Eyes pendant le tournage. Quel surnom, gravé dans l'histoire du cinéma comme l'un des personnages antagonistes les plus mémorables jamais incarnés à l'écran. L'ascension de Lee Van Cleef vers la célébrité en Europe à la fin des années 60 et dans les années 70 est tout simplement remarquable. À une époque où le western spaghetti régnait en maître, Lee n'était plus un simple second rôle. Il devint une véritable star, obtenant des rôles principaux et des salaires à la hauteur de son statut grandissant. Il est fascinant de penser qu'à un moment donné, il faisait partie du top 10 des plus grands box-office européens. Ce n'était pas une mince affaire pour un homme dont les débuts étaient si éloignés du glamour hollywoodien. Il acheta même une maison à Rome, s'imprégnant pleinement de la scène cinématographique européenne. À peu près à la même période, il accorda une de ses rares interviews télévisées à la télévision espagnole, juste après avoir acquis un ranch à bétail là-bas, un détail qui révèle un peu de son esprit aventurier et son lien avec le mode de vie rude qu'il incarnait souvent à l'écran. Alors que l'âge d'or du western spaghetti commençait à s'estomper au milieu des années 70, beaucoup d'acteurs virent leur carrière ralentir, mais pas Lee. Il s'adapta avec une aisance surprenante, s'engageant dans un monde hybride où les thèmes du western rencontraient la montée explosive des films d'arts martiaux. En 1974, il apparut dans The Stranger and the Gunfighter, un mélange unique de ces deux genres. C'était un coup intelligent, montrant sa volonté d'évoluer et de prendre des risques alors que le paysage cinématographique changeait sous ses pieds. À cette époque, Lee entama également un nouveau chapitre personnel, se mariant pour la 3e fois avec Barbara Avalon et revenant s'installer aux États-Unis, dans la ville d'Oxnard, en Californie. Le reste de la carrière de Lee fut marqué par une série de rôles d'action et d'aventure qui exploitaient sa présence dure et autoritaire. Des films comme The Octagon et Escape from New York le virent endosser des rôles différents du méchant classique du western, mais qui portaient toujours cette même aura de danger et d'intensité. En 1984, il décrocha même le rôle principal dans une série télévisée éphémère intitulée The Master, où il jouait un ninja américain à la recherche de sa fille disparue. Un rôle alliant physicalité et profondeur émotionnelle surprenante. Malheureusement, la vie de Lee Van Cleef fut brutalement interrompue lorsqu'il succomba à une crise cardiaque fatale à son domicile. Le 14 décembre 1989, à seulement 64 ans.
Sa femme Barbara était présente pour appeler les secours, mais malgré leurs efforts, il ne put être ranimé. Il fut inhumé au Forest Lawn dans les Hollywood Hills, laissant derrière lui un héritage couvrant 4 décennies et d'innombrables rôles mémorables. Ses funérailles ne furent pas qu'un simple adieu. Ce fut un hommage digne de ce nom. Les participants étaient vêtus de chapeaux de cow-boy et de tenues western, un salut au genre qu'il avait contribué à définir. Parmi eux se trouvait nul autre que Clint Eastwood, son costard et ami de longue date. Eastwood avait toujours respecté Van Cleef, déclarant un jour « On ne peut pas avoir un bon protagoniste sans un antagoniste fort », et que Lee avait l'un des meilleurs visages à l'écran. Un compliment de poids venant d'un homme qui sait ce qu'est la grandeur. Van Cleef repose au Forest Lawn Memorial Park à Hollywood Hills, et si vous visitez sa tombe, vous y trouverez une inscription qui résume tout. Best of the bad. Ce qui frappe chez Lee, c'est sa connexion avec le public, pas seulement en tant que méchant, mais comme une figure de force tranquille et de confiance froide. Il y a quelque chose d'universellement séduisant dans cette présence calme et stable qu'il apportait à l'écran. Il offrait à de nombreux spectateurs la possibilité de vivre par procuration à travers ses personnages, explorant les recoins sombres de la personnalité sans jamais perdre le sens de l'authenticité. Lorsqu'on lui demandait s'il aimait jouer les méchants, la réponse de Lee était rafraîchissante de simplicité. Bien sûr, ces personnages ont beaucoup de profondeur. Il est clair que si ses traits aigus et son regard intense attiraient d'abord les directeurs de casting vers des rôles de méchants, c'était son talent et son dévouement qui transformèrent cela en un art finement maîtrisé, toujours captivant pour les fans aujourd'hui. Il y a un moment dans une vieille interview de Lee Van Cleef qui révèle vraiment ce qui faisait de lui une présence si fascinante à l'écran. L'intervieweur posa une question qui, en surface, ressemblait à un compliment. On dirait que vous avez un peu inversé la tendance habituelle. On a l'habitude de voir les stars hollywoodiennes vieillir pour devenir des seconds rôles. Mais vous avez commencé comme second rôle et vous êtes devenu un premier rôle. Était-ce prévu ou cela s'est-il simplement produit? La réponse de Lee? Du pur Van Cleef, réfléchi, direct, avec cette clarté sans détour qui le caractérisait. Il regarda la question de biais et dit « Eh bien, cela dépend de ce que vous entendez par « second rôle ». Et il avait raison. Dans son esprit, chaque acteur est un second rôle. Que vous soyez héros, méchant ou quelque part entre les deux, vous endossez toujours la vie d'un autre. C'est le métier. Vous racontez l'histoire de quelqu'un d'autre, insufflez la vie à quelqu'un qui n'existe pas sans vous. Donc toute cette idée de tracer une ligne entre premier rôle et second rôle, pour Lee, c'était juste un malentendu, une étiquette de l'industrie qui ne lui convenait pas. Et cela prend tout son sens quand on pense au rôle qu'il a choisi. Lee n'a jamais couru après la célébrité comme d'autres. Il ne semblait pas se soucier d'être le plus bel homme de la pièce, ni de gagner des concours de popularité. Ce qui comptait pour lui, c'était le matériel, le scénario, l'histoire, le personnage. Il disait lui-même que si le rôle était bon, si l'histoire avait du fond, il jouerait le méchant aussi volontiers que le héros. Et honnêtement, c'est ce qui le rendait si captivant. Il ne cherchait qu'à être présent, vrai, et toujours aussi affûté. Lee Van Cleef ne devint pas un premier rôle au sens traditionnel. Il ne devint pas soudain plus doux ou plus consensuel pour rentrer dans un moule. Ce qui arriva, c'est que le monde rattrapa son talent. Le public commença à reconnaître que la profondeur qu'il apportait à ses rôles secondaires était précisément ce qui le rendait assez magnétique pour porter un film. Il vieillissait en quelqu'un qu'on voulait regarder, non pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'il était resté exactement lui-même. Un sacré bon acteur qui comprenait la mission à chaque fois. Lee Van Cleef nous a offert des personnages inoubliables, mais c'est l'homme derrière ses rôles, résilient, blessé, farouchement engagé, qui a véritablement marqué les esprits.
Son histoire n'est pas seulement celle de la ténacité et de la gloire, mais d'une persévérance discrète face à la douleur. Et même s'il est parti,